Parfois, je vais dans des villes ou des pays, je sais où je mange, mais pas où je dors, quoi. Moi, en ce moment, tu vois, Instagram, tu sens que l'algo, il est en train de changer. Ça m'empêche de dormir. Prends noir sur le côté, c'est assez fou. Arrête, s'il te plaît. C'est moi j'ai le droit de dire ça, mais pas toi, ok? Mais quand tu reprends en 2022, t'as que 2000 abonnés sur YouTube. Ouais. Aujourd'hui, les gens le considèrent presque comme un divertissement. Il y a des mecs qui me disent, je regarde toutes les vidéos, j'ai jamais refait une recette. C'est qu'on me dit, genre, j'ai l'impression de cuisiner avec un pote. Ouais. La timeline de mes vidéos Insta est la même depuis le premier jour, février 2021. Hubster avec Woogies. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et figurez-vous que même si vous n'allez pas bien, eh bien ça ira mieux après la recette du jour. Pour le dernier étage, je vous conseille de mettre la viande en dessous et la béchamel par-dessus. Un dernier déluge de parmesan. Et on mélange grossièrement, comme ça permettra à la viande de bien croustiller. Mais aujourd'hui, on se focalise sur un monument de la culture culinaire des États-Unis, le burger. Mais pas n'importe quel burger et surtout, pas avec n'importe qui. Woogies, c'était le pote qu'on aimerait tout savoir en cuisine, généreux, marrant, un peu fou mais toujours précis sur la cuisson. En quelques années, t'es passé du mec qui file des astuces pour ne pas rater ses pâtes à un chef d'orchestre de la bouffe pop. Mais attention, je sais que tu ne te considères pas comme un chef. Tu te décris plutôt comme un créateur de contenu / cuisinier amateur. Tu cuisines comme tu vis, à l'instinct, avec du cœur et surtout sans te prendre trop au sérieux. Alors on va revenir sur ton parcours, tes débuts, tes passions, tes projets et peut-être même découvrir la sauce, la recette de ta success sauce. Woogies, bienvenue chez Hubster. Eh ben merci de m'inviter et de cette description. J'aime beaucoup. Très bien. Mais d'abord, petit rituel chez Hubster, c'est nos quick questions. Du coup, c'est des questions que je vais te poser au début, mais surtout tu y réponds pas et on y revient à la fin, je te les repose à la fin. Ça te va ? Est-ce que tu as déjà failli foutre le feu à ta cuisine pour une vidéo ? Est-ce qu'il existe une vidéo cachée où tu ne dis pas piment d'Espelette sur ta chaîne ? Une collab food que t'adorerais faire, même complètement improbable. Tu peux même me dire quelqu'un qui est mort ou vraiment tu peux aller très loin. Un créateur que tu adores et qui selon toi n'a pas assez de lumière, food ou pas food. Le truc le plus chelou qu'un abonné t'ait déjà fait goûter. Si tu devais choisir ne plus jamais cuisiner ou ne plus jamais manger au resto, ça serait quoi ? Et la dernière, c'est une petite question perso. J'ai entendu dire qu'on avait une passion commune, cuisiner en écoutant du Ludovico Einaudi. Est-ce que c'est vrai ? Mais on peut passer à la vraie interview avant de revenir à ça. Je vais réussir à être concentré sur le reste des questions. Je vais être là. Alors. Tiens, est-ce que je dois lui dire ça ou pas ? Mais avant de parler de Woogies, j'aimerais qu'on parle d'Hugo un peu, pas de moi, toi. Mais de toi. C'était quoi ton quotidien quand t'étais genre adolescent, pré-adulte, début d'études sup ? Tu vivais où ? Tu faisais quoi ? C'était quoi ? Qu'est-ce que tu faisais de ta vie à ce moment-là ? Du coup, moi, je suis un pur produit parisien et de sa banlieue. Je suis né à Paris, j'ai grandi dans le 77, je suis revenu dans le 92, je fais mes études à Paris, j'ai travaillé à Paris, etc. Et donc, je passe le bac, je fais des études de multimédia. Okay. Pas très très loin d'ici d'ailleurs. Et je travaille sur un truc très générique parce que je sais pas trop ce que je veux faire encore de ma vie, mais je sais que la réalisation, vous allez voir, ça n'a pas de rapport avec ce que je fais aujourd'hui, mais la réalisation me branchait bien. Okay. Et à l'époque, je me souviens que dans la fiction. Ouais. En gros, je sors du bac en me disant, je veux être le prochain Guillaume Canet, quoi. Okay. Et mon père me dit genre des Guillaume Canet sur les milliers qui veulent le faire, il y en a pas beaucoup. Du coup, un peu acting aussi. Non, plutôt vraiment sur la réalisation. Okay, vraiment sur la Donc j'avais vraiment ce truc de me dire la réalisation. Enfin, quand je dis Guillaume Canet, c'est évidemment un exemple, mais tu vois les clips, la musique et tout, un univers un peu comme ça. Et mon père, assez terre à terre, mais ça m'a aidé à réfléchir, me dit fais gaffe parce que tu me vends un rêve et c'est pas pour tout le monde non plus. Donc si tu te retrouves derrière à pas faire ce que tu veux, ça serait un peu dommage. Ce qui me permet de me réorienter un peu vers le multimédia, qui est du coup on parle de 2009 là. Donc okay. Je veux dire internet est déjà bien installé, etc. Mais on est plus sur un truc qui est dans la vibe de se dire que finalement le social media commence à arriver. Facebook a 2 ans, c'est un peu plus là-dessus qu'il va falloir aller. Donc je me forme un peu à tout ça. Et ça se passe plutôt bien. Ensuite je travaille en agence de pub à Paris. Je suis en coloc, la vie est belle. C'est là où je commence à vraiment faire à manger. Okay. Je suis un peu le chef avec mon autre coloc Guillaume qui cuisinait bien. Pas Canet du coup. Non, pas Canet cette fois-ci. Okay. J'aurais kiffé évidemment. Mais donc ouais, en coloc, je commence vraiment à cuisiner pour les autres, à me dire que j'aime bien faire ça. Mais toujours pas de cuisine à titre pro. Derrière, je travaille toujours en agence de publicité. Je switch un peu plus tard dans les médias. Okay. Et c'est après les médias que j'ai lancé Woogies. Mais donc, pré-ado, adulte,
je suis dans les alentours de Paris et je chill avec mes potes. Je suis pas très bon en cours, mais j'arrive à avoir mention très bien au bac parce que je vais en STG, qui ne s'appelle plus comme ça, il me semble, mais où j'arrive à trouver vraiment une passion avec la communication, le marketing déjà au lycée, donc qui m'aide à avoir le bac et je suis très content. Et après, derrière, je me lance direct, alternance, donc je suis dans le boulot, pas de, tu sais, les fameux 3 mois de vacances à la fac, j'ai pas connu malheureusement, mais voilà. Pareil, on est ensemble, j'ai fait de l'alternance direct après le bac. Et il n'y a pas une histoire de natation aussi à un moment ? Tout à fait. Mais ça remonte avant. Ouais, ça remonte encore avant. J'ai commencé très tôt la natation, 3-4 ans. Vous êtes bien renseigné. Et 3-4 ans, et j'en ai fait quand même pendant 12 ans. On a fait de la compétition, etc. Maintenant, je flotte plus que je nage. Mais ouais, non, j'ai beaucoup. Mais il y a eu un moment où tu t'es dit, pourquoi pas non, genre j'ai Staps jamais ou un truc comme ça t'a jamais Non, parce que je pense pas avoir assez l'esprit de compétition. Okay. Même encore aujourd'hui, c'est pas un truc qui m'anime, tu vois, la compétition, j'aime bien participer, je suis le premier à applaudir le mec qui me bat à un truc, et je pense que malgré tout dans le sport, tu dois avoir un peu cette vibes là saine, tu vois, mais un truc qui te motive, et finalement comme c'est pas tellement un moteur, j'avais un peu de mal, tu vois, à me dire que la compétition ça pourrait être un truc qui m'habite au point d'en faire ma profession ou quoi. Et après, accessoirement, j'ai pris un peu de poids aussi à l'adolescence, ce qui fait que le sport n'était plus vraiment ma matière favorite, quoi. Est-ce que du coup ce déclic pour la bouffe, pour la cuisine, donc il te vient à ce moment de la coloc, c'est ça ? Ouais, en fait, mes parents ont toujours cuisiné à la maison, tu vois, on n'a pas mangé des boîtes et du surgelé toute mon enfance, mais j'ai pas l'image d'Épinal de la grand-mère ou de la maman, tu vois, dans la cuisine, même si on a toujours très bien mangé. Et je me rends compte vraiment, c'est quand je deviens étudiant où il faut vraiment que je me fasse à manger que j'essaye de prendre du plaisir pour pas que ce soit une corvée. Et au moment de la coloc, je pense que ça gagne en vitesse, c'est que mes colocs me disent genre tiens, t'as le compte commun, tu vas faire les courses, et je me rends compte que j'étais un peu un esclave, mais en même temps ils me l'ont bien rendu. Mais donc j'allais faire les courses, moi ça m'éclatait, tu vois, j'habitais pas très loin du marché d'Aligre, tu fais les courses, tu fais à manger pour tout le monde, les mecs rentrent du taf, tu te fais des grandes bouffes, c'est génial quoi. Et c'est à ce moment-là où je me dis ok, j'aime bien faire à manger parce que j'aime bien prendre le temps et j'aime bien faire plaisir aussi. Et je pense que c'est là où je commence à vraiment me dire la bouffe c'est vraiment une passion quoi. Et t'as un souvenir d'un premier plat qui t'a marqué, que t'as fait même une foirade, tu vois, mais genre un truc où tu t'es dit là genre vraiment je cuisine, tu vois, c'est pas juste je fais cuire des pâtes ou un cordon bleu, genre vraiment là j'ai l'impression genre j'ai coupé un oignon, j'ai ciselé de l'ail, je cuisine, tu vois. Je sais pas, je pense que les premières cuissons longues un peu, tu vois, genre je me souviens avoir fait une épaule d'agneau, on en faisait pas mal, c'était un peu notre plat signature justement à la coloc, on avait des dîners où on invitait du monde. Et l'épaule d'agneau, en fait, ça faisait toujours son effet. Et surtout, tu l'as passé 7 heures au four. Ce qui fait que t'as l'impression d'avoir fait beaucoup, même si t'as pas passé énormément de temps en cuisine. Et en fait, là, tu te dis, waouh, j'ai eu un goût de malade sans vraiment trop travailler. J'ai juste utilisé les bonnes épices, les bons légumes et le bon temps de cuisson. Et là où je me suis dit, genre, ok, ça peut être fun. Il y a moyen de s'amuser, quoi. Et donc, à partir de là, tu bosses dans les médias et t'as un déclic, du coup, genre à 30 ans. Où tu lances Woogies, c'est sortie de confinement, c'est ça ? Sortie de confinement, je passe le confinement dans un nouveau boulot. Et en fait ça se passe bien, mais à la fin il me propose de reprendre plus de responsabilités, ce qui était très cool. Mais malheureusement, en fait, c'était pour le magazine Mint avec Déborah Femme, vraiment orienté food et travel. Donc ça me plaisait bien. Là, il fallait reprendre un peu plus sur d'autres titres du groupe, etc. Ce qui m'intéressait un peu moins. J'avais vraiment envie de me focus sur une passion et qui était la bouffe à l'époque. Et finalement, donc, je me dis, ok, déjà je vais me lancer. Ce truc en toi de la food qui, toujours. Ça t'amenait un peu. En fait, ça m'a toujours suivi. Et à 30 ans, je me dis, j'ai envie de faire un truc qui a un peu plus de sens. Je savais que j'avais la bouffe comme passion. Déborah, à l'époque, me propose de la rejoindre, justement pour l'aider à développer le mag. Il s'avère que ça se passe pas comme prévu pendant le confinement, qu'il faut faire d'autres choses. Je lui dis que malheureusement, j'ai envie d'aller vers un projet plus personnel. Parce que là, j'avais plus que Mint. Il fallait aussi que je gère d'autres trucs. Donc ça me plaisait moins. Et c'est là où je me dis, je lance Woogies, qui à l'époque, pour rentrer dans un peu la partie technique, mais je me dis pas, Woogies était un peu le plan B, quoi. Je me dis, il faut un projet perso, donc je lance Woogies, ça me fait une vitrine, mais moi derrière, ça me permet d'aller voir des restaurants, des brasseurs, des mecs qui font du vin, j'en sais rien. Parce que tu voulais faire quoi ? Tu voulais faire de la
création de contenu pour des restos. Alors j'ai pas eu à le faire parce que ça a bien marché. Donc finalement, je sais pas trop, mais dans ma tête, c'était un truc comme ça. C'était créer du contenu sur les réseaux pour me faire une vitrine et aller voir, je te dis, tu vois, des restos un peu cool et leur dire, bah voilà, regardez ce qu'on peut faire en termes de création de contenu en food aujourd'hui. Est-ce que vous avez envie qu'on bosse ensemble sur de la stratégie, etc. Vu que moi, je venais de la strat, du planning strat et du digital stratégie entre guillemets en médias. Et voilà. Et je m'étais dit, évidemment, ça serait mentir que de dire que j'avais pas pensé à Woogies. Dans ma tête, si c'était cool et que ça prenait, bah, ça nous faisait un truc à côté et puis on verra ce que ça donne, quoi. Oui, mais c'était vraiment ta vitrine, quoi. En gros, c'était limite, t'avais ta micro-entreprise et t'avais ton nom et c'était. Bah en fait, si tu veux, à l'époque, 2020, les Reels sont en train d'arriver, TikTok est en train de devenir mainstream. Donc, si tu veux, pour moi, je suivais des gens qui avaient 60 000 abonnés, que je suivais depuis 10 ans sur Instagram. Et pour moi, c'était les boss du game, tu vois. Ouais. Donc, 10 ans pour avoir 60 000 abonnés, je m'étais dit, moi, j'ai de la marge. Ouais. Et je m'étais dit, je me souviens un peu ambitieux dans ma tête, en mode rêve, si au bout de l'année 1, j'ai 10 000 abonnés, c'est trop bien parce que ça me permet de me faire à la fois un petit truc cool en side project qui m'anime et qui me prend du temps et qui me permet de découvrir des gens, des choses, des lieux, des pays. Et en même temps, j'ai mon côté boulot un peu sécure, tu vois, je réfléchis dans ce truc-là. Et finalement, les reels arrivent, l'algorithme change totalement de parce paradigme. Que là, c'était encore un peu photo sur Insta. Ouais, puis en fait, c'est surtout que à l'époque, c'est impossible de gagner autant d'abonnés. Oui. Moi, je me souviens que j'ai fait un record à 12 000 abonnés dans une journée, en 24 heures. Il y a des gens qui passent une vie de contenu à avoir ça, à ce moment-là. Donc là, tu commences à te dire, ok, l'algo, il a changé de paradigme. T'étais pas proposé à des gens qui te suivaient pas, en fait. Avant, en fait, finalement, sans divulguer tout le truc, parce que je connais pas non plus tous les détails, mais selon moi, c'était en fonction de ta communauté. T'as 500 abonnés, c'est exposé à maximum 500 de tes abonnés, et ça peut aller un peu au-delà. Là, aujourd'hui, tu peux avoir 500 abonnés, et si la vidéo marche, elle sera exposée à des millions de personnes tant qu'elle continue de marcher. Et ce truc-là change le paradigme des algos, et c'est là où ça commence à exploser. Et on rentre dans les détails techniques, mais je pense que je crée en novembre 2020 Woogies. En octobre 2021, donc 11 mois après, j'ai 50 000 abonnés, ce qui est un peu fou pour moi. Sur Insta, là, du coup. Sur Insta, ouais. Et par contre, en novembre 2021, donc un mois après les 50 000 abonnés, j'ai 100 000 abonnés. J'ai gagné 50 000 abonnés en un mois. Et c'est à ce moment-là où je me dis, genre, ok, maintenant si on continue, on fait que ça, et voilà. Et du coup, toi, en ligne de mire, t'avais Insta en premier ? Ou c'était YouTube? Non. Ou en gros, je lance Woogies en 2020 avec une vidéo de Smash Burger. Si vous voulez rigoler, j'ai les cheveux longs jusque là. C'est moi qui fais le montage. Les effets, ils sont j'ai magiques. Des effets. Les effets de l'intro, ils sont... Fromage fondant, des pickles qui peps et une viande super croustillante et savoureuse. Et ben ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui on va faire de A à Z un cheeseburger. Et pas n'importe quel cheeseburger, non. Un smash burger. C'est moi qui fais les premiers avec trucs. Les écrans noirs sur le côté, c'est assez fou. Arrête s'il te plaît. C'est moi qui j'ai le droit de dire ça, mais pas toi, ok? Non, franchement et en plus, heureusement, Margot, qui je reparlerai sûrement d'elle, mais qui est ma compagne et qui est aussi la deuxième moitié de Woogies, me dit à ce moment-là, m'a calmé. Je peux te jurer que en fait, j'avais tellement peur de me regarder qu'il fallait que je trouve des artifices pour que ça passe mieux à l'écran. Donc j'avais mis encore plus de zoom, encore plus de 360 d'images, encore plus de coups de poing dans l'écran. Et elle m'a un peu calmé, donc ça c'était pas mal. Mais donc je lance cette vidéo-là en novembre 2021. Et bah là c'est YouTube. Hein. Donc je fais... alors je pense qu'à l'époque je fais 1000 vues en quelques jours. Et je me dis genre, waouh, c'est quand même déjà pas mal. Mais il y a ce truc, 0 abonné. Zéro abonné. Le truc est cool, et à ce moment-là, ça c'est un vrai truc qui, moi aujourd'hui, dont j'en suis conscient, c'est que je joue à fond sur mon Instagram perso, en parlant aux potes, en parlant du projet. C'est un peu risqué, hein, parce que tu parles à des gens, des anciens collègues, des potes de longtemps, etc. Et tu leur dis, là, je me filme chez moi, dans mon salon, en train de cuisiner. Et en fait, il y a plein de potes qui jouent le jeu de partager le truc en disant, genre, le poteau se lance, etc. Et c'est là où tu commences à toucher un cercle un peu autour. Mais YouTube, c'est quand même beaucoup d'abnégation, hein. C'est-à-dire que je fais 4 vidéos, je pense, 2 par mois au début. Et à un moment, je me lance sur les Reels en me disant, j'arrive à sortir que, entre guillemets, 2 vidéos par mois. Le temps de préparer, d'écrire, de tourner, de monter, de faire la voix off, post-prod et de publier. Je peux en faire 2 max par mois. Et déjà, je suis bien full alors que c'est 100% de mon temps. Mais il y a des temps incompressibles, quoi.
En plus, Margot qui filme bosse à l'époque, donc on tourne entre deux trucs le week-end, c'est pas facile. Et je me dis, je vais me lancer sur les reels pour faire des petites recettes faciles. En attendant. Où limite, j'ai pas besoin de Margot. Moi, je tourne à l'iPhone et machin. Il s'avère que là, je me rends compte que ça touche un public un peu plus large. Et quand ça commence à vraiment exploser, je me dis, ok, très bien, je me focalise sur ce format-là, je mets le poids du corps là-dessus. Ça serait débile de rester à fond sur YouTube, alors que forcément, ça expose un peu moins. Là, ça prend. Essaye de bénéficier de ça. Et je suis déjà un peu sur le moyen long terme. Je me dis, YouTube, c'est ta passion, c'est là que t'as envie d'être. Le jour où t'auras un peu de moyens, si ça marche, je touche du bois, et je pourrais revenir un peu plus fort. Je suis ultra heureux de me dire que 2022, donc 2 ans après, je rencontre Xavier, qui est le réalisateur des vidéos YouTube, sur un tournage dans le Jura, pour le Comté. Et je lui propose de faire les vidéos avec moi parce qu'on est conscient avec Margot que YouTube, c'est pas les mêmes ambitions en termes de prod. Que de plus en plus, il faut que ce soit ultra produit, le son doit être bon, l'image doit être bonne, le montage aussi. Et c'est surtout monter un format de 10 minutes. Si je dois l'écrire, le produire, le tourner, faire la voix off, le monter, enfin je veux dire, je repars dans un truc où je ne peux plus être sur Insta alors que j'ai déjà 200 ou 300 000 abonnés. Donc il faut que je puisse être disponible pour faire un peu toutes les casquettes à ce moment-là. Et du coup, on investit avec Xavier en se disant, on a quelqu'un qui peut nous aider. Et en fait, je tourne la vidéo et après derrière, il fait le montage. Après, j'ai toujours la voix off, évidemment, et les retours, mais en tout cas, ça me permet de me laisser du temps pour faire ça. Et on se relance en 2022 avec 2000 abonnés, je crois. Et là, on est à 200, je sais plus. Mais quand tu reprends en 2022, t'as que 2000 abonnés sur YouTube. Ouais, parce que du coup, je laisse totalement en pause. Et les shorts, c'était pas trop là, en fait. En fait, ils étaient là, mais un peu la flemme parce que c'était pas les mêmes timings. Genre moi, je faisais des vidéos plus d'1 minute, mais eux, ils prenaient YouTube, que du 59 secondes. Flemme de faire des parties 1, partie 2. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, en vrai, focalise-toi sur TikTok, Insta. Donc, je laisse totalement. Donc, je pense que on repart avec 2000 ou 5000 abonnés max. Pour pas dire de bêtises, je mets une petite fourchette, mais c'est sûr qu'on n'a pas plus de 5000 abonnés. Et donc ça, c'est en octobre 2022, en même temps que mon premier livre de recettes. J'essaye de réfléchir un peu stratégiquement et je me dis, voilà, on a le nouveau livre qui arrive, ça peut être pour moi un moment d'exposition, de prendre un nouvel arc narratif. Et je me dis, vas-y, on profite de ça. Public peut-être, parce que YouTube, tu vas peut-être t'adresser à d'autres personnes. Un peu innocemment, à l'époque, je pense que je vais embarquer tout mon public Insta et TikTok et qu'on va les retrouver. 300 000 qui vont passer du jour au lendemain. Alors non, j'avais pas l'utopie de me dire ils vont tous venir, mais j'avais un peu ce truc que c'était ceux qui étaient sur YouTube et qui me connaissaient déjà se disent trop cool, il est ici aussi, je clique. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, il n'y a pas du tout de porosité entre les différentes communautés. J'ai plein de gens sur Insta qui me disent je déteste YouTube, j'y vais jamais. Et inversement, quand je dis allez sur YouTube, j'ai fait la recette en version courte, les mecs se disent je vais pas sur Insta, j'ai pas de compte. Donc à ce moment-là, je me rends compte que ça va être deux. Même c'est très fragmenté, genre je vais regarder que ça sur YouTube et ça sur Insta, genre j'adore la bouffe sur Insta mais sur YouTube. Et d'ailleurs, c'est un sujet, on peut même en parler, mais moi c'est très compliqué aujourd'hui sur ma ligne éditoriale, c'est que par exemple sur Instagram, c'est un peu inhérent aussi à la plateforme, mais j'ai 65% de femmes et sur YouTube c'est l'inverse, 65% d'hommes. Du coup, les recettes plaisent pas de la même manière en fonction du public. Donc finalement, c'est deux publics quasiment totalement différents. Et comment t'expliques ce bond sur TikTok et Insta, c'est 50 000 abonnés en 1 an, puis en 1 mois, sans forcément parler d'algorithme ou quoi, mais toi dans l'écriture de tes contenus, ou est-ce que tu penses que c'est aussi ce côté un peu fun, relâché de la cuisine qui change des chefs de la télé qui commencent à ce moment-là à créer des contenus pour Insta, mais je pense a posteriori que le truc qui marche bien, et tu l'as dit un peu dans ton intro, et en fait c'est le retour que j'ai aussi des gens, c'est qu'on me dit genre j'ai l'impression de cuisiner avec un pote. C'est que j'essaye mais naturellement, parce que j'ai pas de formation de cuisine, de dédramatiser, démocratiser la cuisine. Et puis il y a plein de gens qui me disent ils me font rire tes vidéos, alors que finalement je fais pas tellement de blagues dedans, mais j'ai un côté un peu léger et moins académique, tu vois, qu'un chef qui va te dire genre prenez la poche à douille, mettez-la à 90 degrés, et en essayant de dire genre c'est pas grave, on peut se foirer, c'est drôle, et de se marrer un peu quand je fais les recettes aussi. Je pense que les gens se disent ok, je cuisine avec un pote et c'est cool. Et j'ai lu un truc assez fou, c'est que toi dans tes vidéos tu apparais 1 seconde 30, c'est ça? Ouais, sur Insta.
C'est sur fou. Insta, c'est alors drôle. on a l'impression de te connaître et comme tu dis, les gens ils t'arrêtent, ils te disent j'ai l'impression de cuisiner avec un pote, mais en vrai on ne te voit pas tant que ça dans les vidéos. Et ça, typiquement, c'était un vrai truc de stratégiste que j'étais à l'époque. C'est que la timeline de mes vidéos Insta est la même depuis le premier jour, février 2021. La première vidéo Insta, elle n'a pas changé, quoi. J'ai toujours genre le plat qui arrive en premier, un banger shot, la dégustation où on voit ma tête, et c'est 1 seconde 30. Moi, si ça tenait qu'à moi, il y aurait pas forcément ma tête dans les vidéos, mais à ce moment-là, je suis intimement convaincu qu'il faut incarner pour que les gens aient ce sentiment de pote, justement. C'est pas calculé comme ça à ce moment-là, mais je me dis, moi en tant que consommateur, j'aime bien voir le gars, tu vois. Oui, et même tu sais que si tu vois sa tête, tu sais que c'est les contenus tu te projettes, il a l'air sympa ou pas sympa, mais tu t'en fous, mais il y a un peu ce truc de comprendre, et juste des mains, c'est un peu triste. Et donc à ce moment-là, je me dis si on me voit à la dégustation, c'est cool, mais effectivement sur Instagram, on me voit qu'1 seconde 30. Sur YouTube, ça a totalement changé maintenant. Ouais. Mais d'ailleurs, je vois que la relation aussi en termes de notoriété a évolué. C'est que à l'époque, on me reconnaissait déjà pas mal. Évidemment, t'es quand même beaucoup suivi. En plus, avec les algorithmes, c'est des millions et des millions d'impressions par mois. Mais avec YouTube, le fait de me voir en face cam, de parler, parce que du coup, on me voit jamais parler dans les vidéos Insta, on me voit juste manger, mais finalement, les lèvres qui bougent en parlant, ça, c'est arrivé avec YouTube. Avant, c'est que de la voix off. Et donc, je pense que le fait que je parle en vrai, entre guillemets, face à la caméra sur YouTube, fait que les gens, ils impriment beaucoup plus que juste 1 seconde 30 dans les vidéos. Et même sans parler forcément food, toi, t'es un gros consommateur des réseaux sociaux en général? Ouais. J'ai pas envie de regarder mes temps passés d'écran. YouTube, c'est débile. Tu regardes quoi sur YouTube? Alors sur YouTube, ma meuf se fout de ma gueule, mais je peux me retrouver à 1h du mat à mater un tuto des frères Poulain pour faire une arbalète en plastique. J'ai pas d'imprimante 3D, c'est genre j'ai rien. Mais du coup, je suis genre trop intéressant. Et enfin, je sais pas, moi je peux rentrer dans des espèces de deep, c'est un peu dur. Après, je dis souvent ça, mais je suis un peu curieux compulsif. C'est-à-dire que en fait mon esprit est câblé pour les algorithmes. C'est pour ça que j'adore les réseaux sociaux. Mais si tu veux, par exemple, je peux me taper une passion trou noir. Genre, je sais pas pourquoi. Oh tiens, j'ai vu un truc, c'est ultra intéressant. Et en fait, l'algo comprend que j'aime bien ça, donc il me pousse plein de trucs. Et en fait, moi, mon esprit dit, ok, ça, j'adore. Tu vas de plus en plus précis dans le sujet. Et finalement, ça marche trop bien. Donc, je consomme énormément de contenus divers et variés. Et en fait, finalement, ça peut aller, tu vois, beaucoup dans les interviews longues. On est là. Mais dans les interviews longues, voire très longues, des documentaires, des trucs divertissants. Et après, ce que je trouve génial aussi, c'est l'ouverture, je te dis, sur la food, découvrir des produits, des techniques, des restaurants. J'essaye de suivre, il y a beaucoup de médias food aux États-Unis, par exemple, qui présentent des restos, tu vois. C'est pas ce que je fais, mais vraiment, je suis un fan de resto. Et là, par exemple, j'étais à Miami il y a pas très longtemps et Eater ou Bon Appétit, je ne sais plus, a fait un reportage sur un mec à Tam Tam, un restaurant Viet à Miami. Et du coup, je découvre l'envers du décor, toute sa mise en place. Je peux rentrer, tu vois, 1/4 d'heure là-dessus. Et après, je te dis, ça va sur des trucs débiles. Mais c'est toujours un peu constructif. Je suis assez peu dans le truc divertissant, genre MrBeast, etc. C'est pas ma méga cam. Je peux pas tomber dans ce truc comme disant merde, j'ai regardé 1 heure de voiture qui explose. Mais par contre, dès qu'il y a un peu de créativité ou des trucs comme ça, je trouve ça balèze. Et toi, si on ressort un peu du côté YouTube, on avait passé plusieurs résidences que t'as faites, la Super-Superette, le Café de Luce, etc. Ton bouquin, enfin tes bouquins même, tes plusieurs tomes. C'est quoi ton projet hors réseaux sociaux qui t'a vraiment dont t'es le plus fier, quoi? C'est choisir ses enfants là, mais j'avoue que le livre c'est quand même un truc de malade. Ouais, il y a un côté physique, objet en fait. Si tu veux, genre les résidences c'est très cool parce que tu peux rencontrer les gens, tu peux faire goûter ta cuisine qui est quand même un truc absolument génial. Mais le livre, il y a un truc de tu vois, tu donnes un peu de toi à la fois dans le bouquin, donc c'est vraiment assez impressionnant. C'est beaucoup de boulot. C'est un truc qui est totalement différent des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, alors ça se passe jamais comme ça, mais tu peux tourner une vidéo, faire la VO, le montage, boum, ça sort le soir. Là, un livre, c'est 12 mois de boulot. Si jamais il y a une coquille, il faut attendre la prochaine réimpression s'il y en a une, sinon la coquille, elle est à vie. Enfin, tu vois, t'as un espèce de truc qui est gravé dans le marbre. Et c'est surtout, on a essayé de faire les choses bien. Et les gens, le fait qu'ils l'aient chez eux, il y a une espèce de valeur. Enfin, tu vois, aujourd'hui, on a vendu, c'est ouf, 100 000 bouquins. Donc c'est énorme pour de l'édition. Je trouve ça, je réalise toujours pas, mais ça me rend
complètement fou, alors que tous les mois sur Insta, je pense que c'est 10 millions de personnes atteintes, tu vois. Ouais. Mais oui, mais c'est pas tangible, c'est pas la même truc, tu peux pas capter, tu vois. Là, t'as un vrai côté genre objet, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont ça chez eux, il y a des gens qui le lisent dans leur canapé, il y a un vrai truc d'appartenance. Et je le vois, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir faire des séances de dédicaces, c'est un exercice que j'aime beaucoup pour rencontrer les gens et c'est génial. Et le livre a changé quelque chose parce qu'il y a une vraie relation et en fait, tu donnes un peu de toi et eux, les gens vont se l'approprier. Et vont te raconter des anecdotes, des histoires. Tiens, j'ai fait cette recette de pâtes, premier date avec ma copine ou mon copain, et ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Et en fait, tu te dis, ok, je suis dans la vie des gens, et c'est fou, quoi. En 2022, tu disais que en 2023, tu voulais essayer de vraiment scinder le côté vie perso, vie pro, qui est difficile quand t'as un métier passion. On est en 2025. T'as réussi ou pas? J'ai réussi un peu. Un peu? J'ai réussi un peu. Il y a un élément, alors même 2 éléments à prendre en compte, c'est j'ai 2 enfants. Et ça, c'était quelque chose qui était assez compliqué même en tant qu'entrepreneur. C'est que l'entrepreneuriat, c'est un truc qui te prend la tête. Les réseaux sociaux, ça te prend la tête tous les jours, toute la nuit, toutes les heures. C'est un truc que tu peux vérifier tout le temps tes stats. Est-ce que la vidéo elle a marché? Et c'est techniquement c'est du boulot en fait. Ouais. T'as l'impression que c'est juste tu regardes, mais en fait complètement. Et j'avoue que je l'avoue totalement. Mais donc Margot avec qui j'étais, elle sait que j'ai un vrai truc sur les statistiques, de comprendre comment ça se passe, etc. Et à un moment c'était assez pas maladif, un peu loin, mais j'avais besoin de comprendre. Donc je regardais, dès qu'il y a une vidéo qui sortait, je voulais regarder, etc. Et aujourd'hui, je pense pas avoir tout réglé, mais je pense avoir mis des premières briques pour que ça marche. Truc un peu à la con, mais les vidéos YouTube sortent le lundi soir et plus le samedi matin, ce qui fait que je passe pas mon week-end à avoir la pensée de me dire est-ce que la vidéo elle a marché, est-ce que ça je peux optimiser, est-ce que je peux peut-être refaire une story, est-ce que là je peux changer le titre peut-être. Donc en fait ça me permet d'avoir la semaine pour faire ça et plus d'être là le week-end. Et derrière on a aussi un truc qui a quand même pas mal changé, c'est qu'avant on tournait nos vidéos chez nous, ce qui fait que c'est complètement difficile de scinder privé et pro. Là aujourd'hui on a un studio depuis la fin d'année et donc on peut tourner là-bas, ce qui fait que je prends mon vélo pour aller au bureau et donc c'est quand même un peu plus facile de décrocher quand tu pars. Et t'as une pression toi à te renouveler, à performer, enfin quand tu vois aussi comment les plateformes peuvent vite changer. Tu vois par exemple parler d'Insta, dans ton cas ça a été très positif le fait que les reels s'étaient mis en avant au moment où tu te mets dessus. YouTube qui est quand même plus compliqué à avoir, YouTube le YouTube de 15 ans et le YouTube de maintenant ça n'a rien à voir, c'est tellement beaucoup plus produit. Avant on avait énormément de fiction, maintenant c'est vraiment des vidéos YouTube à challenge, toujours plus loin, etc. Est-ce que toi ça t'apporte une certaine pression ou au contraire tu te dis je vois avec le temps on verra de toute façon? En vrai, je te fais les 2 discours. Je te fais le discours que j'adore dire et qui est vrai et c'est ce que j'essaie de m'imposer, qui est aujourd'hui moi j'essaie de me focaliser sur ce qui me fait plaisir et je suis intimement convaincu que si tu fais quelque chose qui te plaît et dont le résultat te plaît, tu plairas pas forcément à tout le monde mais en tout cas à une audience parce que elle sent que le sujet t'anime et que ça te fait plaisir de le faire. Après, il y a l'envers du décor qui est que aujourd'hui, typiquement, on parle d'entrepreneuriat, etc. Ça marche bien et je suis content, mais on a une boîte derrière, on a des gens, on a des choses comme ça. Là, typiquement, en ce moment, tu vois, Instagram, tu sens que l'algo, il est en train de changer. Tu sens que les résultats, c'est pas les mêmes qu'il y a quelques mois. Ça m'empêche de dormir. Attends, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le format? J'ai le nouveau studio? Est-ce que c'est l'éclairage? Est-ce que c'est la recette? Et en fait, il faut jouer avec les curseurs tout le temps. Nous, on essaye d'avoir toujours les mêmes contenus, tu vois, une régularité pour pas perdre les gens, etc. Mais du coup, t'essayes de te dire, ok, il faut faire plaisir aux gens, mais il faut parfois aussi faire un peu plaisir à l'algo. Mais moi, j'ai quand même envie de garder ce garde-fou des gens, quoi. Donc, j'ai pas envie demain de me transformer en me disant c'est ce qui marche en ce moment, donc je vais faire ça. C'est comment j'essaye de jouer avec l'algorithme pour continuer à faire ce qui me plaît, que ça plaise aux gens et par contre qu'on soit toujours mis en avant parce que le but c'est malgré tout d'être exposé pour que les gens continuent à te voir, quoi. Et là, vous êtes combien dans Woogies Corp? Alors techniquement, on est 2. Il y a Xavier, donc je vais dire 2,5 parce que il a sa boîte, mais on bosse énormément ensemble. Et lui, je sais pas comment il fait pour travailler, mais il travaille beaucoup aussi à côté. Donc ce qui est cool, c'est que ça lui permet d'avoir plein de projets et en même temps d'être ultra intégré avec nous.
Et après, t'as d'autres gens qui gravitent autour. Tu vois, on parlait des Minia Makers. Il y a aussi, alors c'est sur un autre projet, mais Maureen, qui est donc la photographe des livres. Donc voilà. Donc nous aujourd'hui, au jour le jour, on est 2. Et ça, c'est un vrai truc que j'essaye de garder. Je sais pas jusqu'à quand ce sera possible, mais les RH, c'est ma pire hantise. Donc, j'ai envie de pouvoir me dire qu'on est toujours 2 avec Margot à gérer notre emploi du temps comme on le souhaite, avec Xavier que ce soit méga fluide, et du coup de rester comme ça. Et t'as une vision claire ou pas du tout sur, par exemple, genre les 5 prochaines années? Genre en termes de contenu, en termes de d'autres livres, ou même ce que tu veux faire sur je sais pas si c'est l'âge qui fait ça, ou si c'est l'entrepreneuriat, ou si c'est les deux en même temps, ou si c'est la creator economy. Mais aujourd'hui, je planifie beaucoup plus longuement à l'avance. Okay. C'est-à-dire que là, alors là on parle de moyen terme, mais par exemple, je sais exactement ce qu'on a comme vidéo à sortir jusqu'en septembre prochain, tu vois. Ok, genre les recettes, toutes les recettes, elles sont calées à la marge, hein, t'en as 10% où tu sais que ça va bouger en fonction de mes envies du moment, etc. Mais je connais mes dates de tournage, je connais ce qu'on va sortir, je sais quand ça sort. Et donc, on est quand même sur 6 mois, tu vois, où j'ai de la visibilité. Je te dis pas que c'est déjà tourné, mais par contre, je sais ce qu'on va tourner, et ça me permet de faire ça. J'ai aussi le fait d'avoir une vie de famille à côté, je suis obligé forcément d'être un peu plus organisé. Tu peux plus te dire, ouais, demain on finira à 12:30, mais par contre, au moins on aura bouclé plein de... Donc il faut cette organisation-là. Mais donc j'ai une vista qui est beaucoup plus long terme. Et après, moi, j'aime bien aussi avoir de l'avance. Quand on se relance sur YouTube, tu vois, en 2022... Alors je dis pas qu'on est précurseur, loin de là, mais dans cette nouvelle vague de création de contenu food sur le vertical, je suis dans les premiers avec Xavier Pincemain, tu vois, on se lance à peu près en même temps, je pense peut-être même lui un petit peu avant sur YouTube. On fait totalement deux choses différentes, mais on sent tous les deux qu'il y a un truc qui se passe sur le format long. Et là, depuis, toute la nouvelle vague qui est arrivée un peu en même temps que nous, à l'époque, est en train aussi de se lancer. Et c'est très cool parce que ça ramène justement toute une vague food sur YouTube. Mais donc, tu sens qu'on est arrivé justement au début de la vague où c'était un peu en mode... Est-ce que ça va marcher? Parce que les gens adorent des formats de 30 secondes, mais est-ce que 15 minutes de lasagne, ça va pas les faire chier? Et finalement, ça marche plutôt bien. Donc, c'est d'essayer toujours d'avoir un coup d'avance, pas dans un esprit de compétition, mais moi, j'ai besoin de savoir que je me renouvelle. Tu vois, les livres, ça m'a fait du bien. C'était une bouffée, un peu d'air frais, de me dire, OK, on fait quelque chose d'autre, on prend le temps. Tu vois, dans les vidéos, par exemple, c'est tout bête, mais on doit s'appliquer sur chacune des étapes. Le livre, par exemple, tu t'en fous de la manière dont c'est fait. Ça peut être le bordel dans ta cuisine, du moment que l'assiette finale est jolie, ça va. Et que c'est bon, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tu vois, dans les vidéos, tu dois toujours bien ranger entre chaque truc, que chaque étape, ce soit joli, qu'il y ait la bonne lumière, que le bon truc. Là, tu peux faire ta mise en place comme un gros sagouin avec de la musique, faire ton truc. Et je me suis dit, putain, c'est cool, ça aussi. C'est deux manières de travailler différentes. Et là, c'est pareil, c'est de me dire, comment on arrive à trouver des choses cool. J'ai envie de faire plus de résidences. Et en même temps, je sais que ça prend beaucoup de temps et que c'est pas la même économie. Donc, j'ai plein d'envie. Je sais que ça va être les formats longs là qui m'animent le plus sur ces prochaines années. Et ouais, j'essaie de me donner un peu des paliers, tu vois, sur ce qui arrive. Ouais, du coup, surtout la création de contenu quand même. Que ce soit contenu digital ou complètement. Genre le resto Boogie, c'est une légende urbaine. Ouais, ça c'est vraiment pas un truc qui me... Non pas que ça me fait pas envie, mais en fait, j'aime trop y aller. Et en fait, c'est un métier un peu différent. Et je dis pas que demain, tu vois, il y a pas des idées de resto qui pourraient arriver, mais pour moi, c'est deux métiers différents et ça prend tellement de temps, tellement d'énergie que j'ai envie de laisser ça. Je sais que, en toute humilité, mais je pense que j'ai une pierre encore à ajouter sur la partie contenu et qu'il y a plein de trucs, j'ai plein d'idées. Aujourd'hui, les gens le considèrent presque comme un divertissement. Il y a des mecs qui me disent, je regarde toutes les vidéos, j'ai jamais refait une recette. Je trouve ça trop marrant. Et en vrai, c'est comme Top Chef, tu vois. On regarde Top Chef à la télé, mais on se dit pas genre, ok, très bien, cette sphérification de tomates, je vais la refaire demain, quoi. C'est ça qui est cool. Ok. On repasse aux quick questions. Ça te va? Ouais, je les avais oubliées, mince. Mais vas-y. Mais non, elles sont toujours là. J'ai jamais fait brûler. J'ai l'impression que c'est le burger de la mort, tu sais. C'est un peu ça. Est-ce que t'as déjà failli foutre le feu à ta cuisine pour une vidéo? Non, mais ça aurait pu. Ça aurait pu. Et même en perso, même. Ouais, c'est. J'avoue que j'ai toujours été prudent, mais ouais, ça aurait pu. J'ai déjà laissé une poêle un peu longtemps en me disant, le feu est allumé en dessous. Est-ce que il existe une vidéo cachée où tu ne dis pas piment d'Espelette sur ta chaîne? Mais il en existe quelques-unes. Hein. Ouais. Franchement, il y en a de plus en plus. C'est marrant, il y a eu un moment
où j'ai essayé de m'affranchir. C'est quick question, quick réponse ou pas? Non, pas forcément. Okay. Non. Parce que j'étais parti, faut m'arrêter. Vas-y. C'est qu'à un moment, j'ai essayé de m'affranchir de ce truc. Je sais pas comment, mais tu vois, j'avais lancé ça, les gens le prenaient, du coup je me suis dit ok vas-y, le gimmick est drôle, ça fait rire les gens. Est-ce que ça part de la vanne du palmacho ou pas? Ouais, ça part totalement de ce truc-là. Okay, trop drôle. Je le dis une première fois, ça fait rire les gens. Après, j'avoue qu'il y a un premier truc où je me dis genre gimmick, les gens aiment bien, je peux le relancer, voir si ça fait marrer encore les gens. En fait, ça devient une habitude, donc du coup je me dis bon bah vas-y, j'y vais à fond, hein, je le dis tout le temps et c'est cool. Et à un moment, j'essaie de m'en affranchir. Un peu, c'est pas con, mais maintenant je l'analyse un peu con. C'est ouais, j'ai pas envie qu'on me réduise à Monsieur Piment d'Espelette. C'est pas juste cette blague-là, etc. Je l'enlève un peu. Il y a les gens qui sont toujours en blague, genre le Piment d'Espelette, le Piment d'Espelette. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est génial, tu vois. Finalement, je trouve ça trop marrant que les gens m'associent à ça. Ils sont appropriés le truc aussi. Ça les fait marrer. Nous, on a détourné le truc du palmacho et c'est marrant. Donc ouais, moi je trouve ça cool. Donc aujourd'hui, de plus en plus, je le remets en mode van. Après, j'en fais plus un automatisme en mode genre, tiens, faut que je pense à mes gimmicks, etc. Ouais. Et par contre, quand je fais mes voix off, celles qui sont en micro, pas en face cam, je les fais en impro, enfin sur la vidéo. Et en fait, c'est quand je sens que ça vient et que je me dis, oh là, je suis heureux de le placer, je le place. Et parfois, je vais me dire genre, non, pas là. Ouais. Ok. Une collab food que t'adorerais faire, même complètement improbable. Je sais pas. Ou genre la collab food, ça peut être une excuse pour rencontrer quelqu'un que t'as toujours voulu rencontrer. Ouais, mais j'aimerais bien un jour Joshua Weissman, qui est du coup un gros créateur de contenu américain. Okay. J'ai déjà une première touche. Pas qui c'est. Tu iras voir. C'est 10 millions d'abonnés, je pense, quand même, sur YouTube. Fast food fried chicken in the USA is arguably the most popular fast food ever. After trying darn near all of them, I've been led to an important question I have to get out into the world to answer. Which fast food fried chicken is the best? Gros mec balèze. Évidemment, il fait partie des personnes qui m'ont inspiré. Et j'ai déjà eu un FaceTime de lui grâce à notre ami Laurent Dagenet, si tu nous regardes. Ils ont déjà fait une collab ensemble, donc je suis pas si loin de lui finalement. Okay. Donc c'est pas le dream goal, mais moi j'aimerais bien faire des trop de gens en fait, c'est trop difficile. Okay. Mais ouais, Joshua Weissman, on va dire. Ok, très bien. Un créateur que tu adores et qui selon toi n'a pas assez de lumière. Toi qui disais en plus que t'aimes bien suivre des mecs un peu niches qui ont pas trop d'abonnés. J'essaye là, ils sont tous en train de... Mais je vais dire... Putain les gars, c'est compliqué. Mais celui qui mérite pas mal, c'est Gilles en ce moment. J'ai fait une collab avec lui, il s'appelle Gilles Tret sur Insta. Sur mon dos, il y a du sucre et je gère comme il faut avec ma tête de ricain du sud. Un peu d'huile dans un sac Salomon, tu parles sur nous et les infos. Il a fait une série sur les crus d'eau, donc les poissons crus pendant un moment et on a fait un épisode ensemble. Et il bosse au Coquillage qui vient d'avoir une 3e étoile au guide Michelin tout de même. Donc faut aller lui donner de la force. Ouais. On ira lui donner de la force alors. Le truc le plus chelou qu'un abonné t'ait déjà fait goûter. Je réfléchis. Alors, on m'a fait goûter des piments qu'on m'a ramenés en dédicace en me disant, on a fait nos propres piments d'Espelette. Tu verras, il est un peu fort. En effet, il était un peu fort. Mais c'était très bon. Et on m'a pas fait goûter des trucs chelous. La petite anecdote, c'est qu'une fois, j'avais une dédicace à Liège, donc en Belgique. Et un peu en rigolant, je dis, Liège, j'arrive, sachez que, les gaufres de Liège sont au-dessus des gaufres de Bruxelles. Il y a quand même une battle de gaufres. Et je dis ça un peu en mode blague en disant genre j'arrive, je suis team gaufre de Liège quoi. Je pense que 70% ils me reconnaîtront, 70% des gens sont arrivés avec une gaufre en me disant tiens machin. Je me suis retrouvé avec une pile de gaufres comme ça à la dédicace. Du coup j'en redonnais à ceux qui en avaient pas parce que j'en avais trop, mais c'était très très cool. Excellent. Si tu devais choisir ne plus jamais cuisiner ou ne plus jamais aller au resto. Alors ça, franchement c'était presque celle que je redoutais le plus. Moi je pense que ce serait plus aller au resto. Ok. Mais c'est très dur parce qu'en fait j'adore ça. J'adore autant que cuisiner, c'est un vrai plaisir. Et parfois je le raconte souvent, mais parfois je vais dans des villes ou des pays, je sais où je mange mais pas où je dors quoi. Okay. Ma meuf elle me dit putain Hugo regarde quand même les hôtels. Enfin il y a un moment où il faut qu'on dorme quelque part tu vois. Et c'est vrai que il y a un peu ce truc là. Je peux réveiller Margot à 4h du matin en lui disant tu te souviens le resto que je t'avais dit qui était trop bien, ils viennent d'ouvrir les réservations. Hugo il est 4h du matin. Oui mais là-bas il fait jour. Donc du coup est-ce que t'es d'accord pour qu'on y aille? Oui d'accord mais on n'a pas les billets d'avion. Et ouais donc ouais manger au resto c'est quand même un kiff. Mais faire à manger je pourrais pas m'en passer. Mais tu dois avoir des listes de food. Enfin
Tu mets où Allez sur mon Mapster. T'as un Mapster. Mais ouais, j'ai un Mapster. Il faudrait que je le développe encore plus, mais j'ai des tableaux, des trucs que j'ai envie de faire, de resto, de gens que j'ai rencontrés, de gens que j'ai envie de rencontrer. Pour le coup, en plus, Woogies, c'est une carte de visite exceptionnelle. C'est que finalement, je touche aussi des cuisiniers amateurs, mais aussi des cuisiniers qui bossent dans des étoilés, tu vois, qui me disent, viens bouffer, ou viens bouffer, ça me fait plaisir. J'ai fait ton burger à ma fille la semaine dernière, et tout. Et en vrai, ça permet de rencontrer plein de gens et c'est une carte de visite de malade. Bon, et j'ai entendu dire qu'on avait une passion en commun. C'est cuisiner en écoutant du Ludovico Einaudi. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai. C'est vrai, j'ai quelques vinyles à la maison et ça passe en boucle. Et il y a un côté très thérapeutique, Ludovico Einaudi. Podcast et Ludovico. Et en ce moment, Hermanos Guiterres. Okay. Pour faire la cuisine. Eh ben merci Woogies. Eh ben merci Hugo. Salut, merci d'être allé jusqu'au bout de l'interview. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner juste ici, ça nous aide énormément. On sort une vidéo tous les lundis à 18h, donc activez la cloche pour ne rien rater. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à faire ces interviews. À la semaine prochaine.